Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'une des opérations les plus stratégiques, mais aussi les plus risquées pour une entreprise en Israël, la restructuration. C'est un levier de croissance absolument essentiel, mais attention, s'il est mal maîtrisé, il peut se transformer en un véritable piège fiscal. Pour n'importe quelle entreprise, des manœuvres comme les fusions ou les scissions, ça vise la croissance, l'optimisation. Le problème, c'est qu'en Israël, la ligne est incroyablement fine. Un seul faux pas et un plan qui semblait brillant sur le papier peut devenir, du jour au lendemain, un véritable cauchemar fiscal. On parle ici d'accidents fiscaux qui peuvent coûter des centaines de milliers, voire des millions de shekels en impôts. Des impôts totalement imprévus. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on navigue dans ce champ de mine en toute sécurité? Ok, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir que le code fiscal israélien, il a une sorte de clé maîtresse. C'est elle qui déverrouille tout le système et qui permet de faire une restructuration de manière sécurisée. Et cette clé, c'est le principe de continuité économique. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. En gros, la loi dit, écoutez, si une entreprise change de forme, mais que les propriétaires au final ce sont les mêmes, alors ce n'est pas une vraie vente. C'est juste un réaménagement interne. Et donc il n'y a pas de raison de déclencher l'impôt tout de suite. Mais attention, c'est un point absolument fondamental. On ne parle pas ici d'une exonération, où l'impôt disparaît comme par magie. Non, non, c'est un report. Il faut vraiment voir ça comme si le fisc appuyait sur le bouton « pause ». La dette fiscale, elle existe toujours, mais elle est gelée. Et ça donne à l'entreprise l'oxygène dont elle a besoin pour grandir, sans être étouffée par une taxe immédiate. Bon, maintenant qu'on a le principe de base, voyons comment ça s'applique en pratique. La loi fiscale, elle nous offre une véritable boîte à outils, avec 3 mécanismes principaux, chacun étant adapté à des objectifs stratégiques bien précis. Alors justement, quelle est la bonne manœuvre? Est-ce qu'une entreprise a intérêt à fusionner, à transférer ses actifs, ou au contraire à scinder ses opérations? Tout dépend de l'objectif final. Le premier outil, c'est la section 103. Ça concerne les fusions. C'est le scénario classique du mariage d'entreprise. L'idée, c'est de créer des synergies. Vous voyez l'idée. Peut-être que l'entreprise A a une technologie de pointe et que l'entreprise B a un accès au marché qui est exceptionnel. En les fusionnant, on espère que 1 plus 1 ne fera pas 2, mais 3. Et pour réaliser cette fusion, il y a 2 grandes voies. Soit on y va à fond avec une fusion-absorption, là, l'une des entreprises est complètement avalée par l'autre et disparaît. Soit on choisit une méthode plus souple, l'échange d'actions. Une entreprise prend le contrôle, mais l'autre continue d'exister en tant que filiale. Le choix entre les deux, c'est une pure question de stratégie d'intégration. Passons maintenant à la section 104. Ça, c'est un outil super important pour les entrepreneurs individuels. Imaginez un développeur qui a créé un logiciel génial. Plutôt que de le garder à son nom, il peut le transférer dans une société. Ça crée une barrière juridique très claire qui vient protéger son patrimoine personnel des risques de l'entreprise. Mais attention, les règles ici sont hyper strictes. Et il y a une bonne raison à ça, c'est pour éviter les abus. La seule, et je dis bien la seule contrepartie autorisée, c'est l'émission d'actions, pas d'argent. Et le propriétaire d'origine doit garder un contrôle quasi total, avec au moins 90% des droits. C'est la preuve ultime que l'opération n'est pas une vente déguisée. Et enfin, la section 105. C'est l'opération exactement inverse de la fusion, la scission. Ici, on ne rassemble pas, on sépare. C'est l'outil parfait pour une grosse entreprise qui veut donner son indépendance à l'une de ses branches pour qu'elle puisse, en quelque sorte, voler de ses propres ailes. Et là, les avantages stratégiques sont énormes. On peut isoler des activités qui n'ont rien à voir entre elles, préparer une branche très spécifique pour la vendre à un bien meilleur prix, ou même mettre une activité un peu risquée en quarantaine pour protéger tout le reste du groupe. C'est très puissant. Voilà, on a le plan, on a les outils. Mais comme dans toute opération à haut risque, il y a des règles du jeu. Et les enfreindre peuvent avoir des conséquences vraiment graves. Voici la règle d'or. La règle numéro 1, celle qui domine toutes les autres. L'opération doit avoir un but économique et commercial réel. Si les autorités fiscales ont le moindre soupçon que le seul objectif, c'est d'éviter l'impôt, tout le montage s'effondre et les avantages fiscaux sont annulés sur le champ. D'autres conditions sont tout aussi critiques. Il faut bien sûr maintenir la continuité de l'actionnariat et surtout conserver les nouvelles actions pendant une période minimale, qui est souvent de 2 ans. Pourquoi? C'est pour prouver au fisc que ce n'est pas juste une petite étape intermédiaire avant de tout revendre rapidement. L'enjeu ne pourrait pas être plus clair. D'un côté, une opération réussie qui mène à une croissance sécurisée. De l'autre, une opération ratée qui se solde par une imposition immédiate et punitive, sans parler des batailles juridiques qui peuvent coûter une fortune.
Face à une telle complexité et à un tel risque, la conclusion est assez évidente, je pense. Tenter l'aventure tout seul, c'est vraiment une mauvaise idée. Le point crucial à comprendre, c'est celui-ci. Un expert, dans ce contexte, ce n'est pas un coût, c'est une assurance. C'est une assurance contre une erreur qui pourrait coûter des millions. Le rôle de cet expert, c'est d'être le chef d'orchestre de tout le processus. D'abord, il analyse si le projet est faisable. Ensuite, il structure la transaction pour qu'elle soit juridiquement blindée. Il prépare toute la paperasse et surtout, il va chercher le feu vert des autorités fiscales. Et même après, il assure le suivi pour garantir que tout reste conforme sur le long terme. Alors, la question qu'on peut se poser pour conclure, c'est la suivante. Dans un monde des affaires qui évolue à toute vitesse, est-ce que la structure actuelle de l'entreprise est vraiment bâtie pour saisir les opportunités de demain? Ou pourrait-elle, sans qu'on le sache, être la source d'un futur et coûteux cauchemar fiscal?